Le ciel de Lagos s'était ouvert comme une vieille blessure. La pluie tombait à verse, inondant les rues, transformant les caniveaux en rivières et la route en un flot chaotique. Les lampadaires clignotaient, comme s'ils hésitaient à abandonner. Sous l'abri de bus qui fuyaient, Amora se tenait pieds nus, trempée jusqu'aux os, le certificat de décès de sa mère serré contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger du froid. Elle avait marché 5 kilomètres après que les chauffeurs de Danfo avaient refusé de s'aventurer plus loin dans le quartier inondé. Ses sandales avaient lâché à mi-chemin, et maintenant ses pieds lui faisaient mal à chaque pas frissonnant. Elle ne pleurait pas. Non pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais parce qu'elle était à court de larmes depuis 3 jours, la nuit où l'on avait descendu maman dans le sable rouge du Moja. Maintenant, elle était seule à Lagos. À seulement 24 ans, sans travail, sans maison et sans personne qui l'attendait. Juste une tante qui avait dit « Tu peux venir pour une nuit, mais je ne pourrai pas te nourrir longtemps. » C'était ce genre de ville. Un éclair de phare éclaboussa les flaques, suivi du rugissement d'un SUV noir qui dérapa au coin de la rue. Amora se tourna juste à temps pour recevoir une vague d'eau de caniveau qui lui cingla les jambes. Elle haleta. Le SUV freina brusquement. À l'intérieur, Ton agrippa le volant, jurant à voix basse. Il avait une réunion à Ikoyi dans 20 minutes, un appel de son avocat au sujet d'un scandale immobilier, et une mère qui menaçait de le déshériter s'il ne se mariait pas. La femme dans son rétroviseur bougeait à peine. Il fit marche arrière. Baissant la vitre, il lança « Ça va ?» Elle ne répondit pas. Il essaya de nouveau. « Vous avez besoin qu'on vous dépose ?» Amora leva les yeux. Elle vit un homme en chemise blanche, les premiers boutons ouverts, un blazer jeté sur le siège arrière. Sa mâchoire était nette, mais ses yeux semblaient fatigués, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des années. « Je ne vais pas vous faire de mal, » ajouta-t-il rapidement. « C'est juste que... vous avez l'air d'avoir froid. » Amora hésita. Puis hocha la tête une fois. Elle monta sans parler. L'air à l'intérieur de la voiture était chaud et sentait légèrement le cuir et l'amande poivrée. Il lui tendit une petite serviette de la boîte à gants, et elle marmonna un « merci ». « Où allez-vous » ? « N'importe où au sec, » murmura-t-elle. Il la regarda, puis s'engagea sur la route. Pendant 10 minutes, aucun d'eux ne parla. La pluie martelait le toit comme un avertissement. Elle serra son dossier contre elle et regarda par la fenêtre. Ton rompit finalement le silence. « Vous venez d'un hôpital » Amora secoua la tête. « D'un enterrement. » Il hocha lentement la tête. « Désolé. C'était ma mère. » Cela le fit taire. Il ne savait pas pourquoi il lui avait offert de monter. Peut-être parce qu'elle ressemblait à la douleur incarnée, assise là comme un oiseau blessé. Peut-être parce qu'il se souvenait avoir tenu la main de son frère aux soins intensifs il y a à peine 6 mois. Ou peut-être parce que quelque chose dans son silence lui rappelait que certaines personnes ne crient pas quand elles se brisent, elles se fracassent simplement en silence. Ils s'arrêtèrent devant un bucca en bord de route. La pluie tombait toujours, mais plus doucement maintenant. « Vous avez mangé » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je meurs de faim » dit-il. « Venez. C'est moi qui régale. » Elle le regarda, incertaine. « Je ne mords pas » sourit-il faiblement. À l'intérieur, sous un toit en tôle ondulée et l'odeur de la soupe au poivre, ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table en plastique. Elle grignotait de l'igname bouilli. Il dévorait du riz jollof comme un homme qui n'avait pas mangé de la journée. « Je m'appelle Ton » dit-il finalement. Elle ne répondit pas tout de suite. « Amora. »« Joli nom. »« Le vôtre aussi » dit-elle, se surprenant elle-même. Il eut un petit rire. « Vous êtes la première personne à dire ça. » Elle le regarda alors, le regarda vraiment. Il avait ce genre de visage que les femmes de Lagos qualifieraient de dangereux. Une peau qui avait l'air chère. Une montre qui valait le loyer de quelqu'un. Mais il y avait aussi une fissure en lui. Une faille quelque part derrière les yeux. « Que faites-vous dans la vie » demanda-t-elle doucement. Il se pencha en arrière. « Je construis des choses. Je les vends. Et j'essaie de ne pas les détruire. » Elle ne chercha pas à en savoir plus. Il le remarqua. Et d'une certaine manière, cela lui parut sûr. Quand ils eurent fini, la pluie avait cessé. Le ciel s'éclaircissait comme si on avait levé un voile. « Je peux vous déposer quelque part » offrit-il de nouveau.
Elle hocha la tête. Juste à Surulré. Chez ma tante. Pendant le trajet, le silence devint plus lourd, non pas gênant, mais chargé. Quand ils atteignirent sa rue, elle ne bougea pas. « Je ne veux pas rentrer tout de suite, dit-elle doucement. Il se gara. Les minutes passèrent. Puis elle se tourna vers lui. Puis-je vous demander quelque chose de fou? Il la regarda. Prenez-moi juste dans vos bras. Il ne bougea pas. Il la fixa. Je ne veux rien dire d'autre. C'est juste que. Ça fait si longtemps que personne ne m'a tenu comme si je comptais. Cela brisa quelque chose en lui. Il tendit la main lentement, maladroitement, jusqu'à ce qu'elle se blottisse contre sa poitrine. Elle sentait la pluie, la tristesse et quelque chose de doux en dessous de tout ça. Ils restèrent ainsi un moment. Et puis, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait prévu, le baiser arriva. Et puis tout le reste suivit. Une nuit. Deux âmes brisées. Rien ne fut dit, aucune promesse ne fut faite. Juste de la douleur, de la chaleur et une étrange sorte de réconfort auquel aucun d'eux ne s'attendait. Quand Amora se réveilla le lendemain matin sur le petit matelas de sa chambre d'amis, la place à côté d'elle était froide. Il était parti. Pas de mots. Pas de numéro. Rien. Juste un murmure de souvenirs et un nom à peine rappelé. Elle s'assit lentement, enroula un drap autour d'elle et regarda la lumière percer à travers les stores. Elle ne pleura pas. Elle murmura simplement « merci ». Et elle sortit. Sans savoir qu'une nouvelle vie avait déjà commencé en elle. Parfois, une seule nuit écrit le reste de votre vie. Et parfois, celui qui est parti ne se retourne jamais. Mais celle qui reste. Elle apprend à survivre, avec grâce, avec silence et avec un secret qui grandit tranquillement dans son cœur. Les vendeurs de rue de Surulré avaient déjà commencé leurs appels matinaux quand Amora descendit du bus avec un sac contenant tout ce qu'elle possédait. La chaleur de la gosse collait à sa peau, épaisse de l'odeur des gaz d'échappement et des accaras qui frémissaient. Elle garda la tête baissée, le pas régulier. Elle ne regarda pas en arrière la route qui l'avait ramenée chez elle, et elle n'osa pas penser à celui qui l'avait laissé derrière. Amora retourna dans le petit 2 pièces exigu de sa tante sur Ayesharod. Tante Rose ne posa pas de questions. Elle ne le faisait jamais. Elle remarqua juste les yeux gonflés d'Amora, le silence dans sa démarche, et lui tendit un pagne et une bassine comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. 2 mois plus tard, les nausées commencèrent. Au 3e mois, ses perles de taille n'étaient plus à plat sur son ventre. Elle ne pleura pas. Pas une seule fois. Elle se tint juste devant le miroir fissuré, resserra son chemisier et murmura « Tu n'es pas seule. Je te le promets. » La petite église en face de la boulangerie était le seul endroit où Amora trouvait la paix. Après ses corvées matinales laver le linge, balayer la cour, piler le piment pour la petite affaire de tante Rose, elle se glissait sur le banc du fond pendant les répétitions de la chorale. Personne ne lui prêtait beaucoup d'attention. Et c'était exactement ce qu'elle aimait. Le bébé en elle grandissait comme un murmure, comme une prière secrète qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Elle ne le dit pas à sa mère à Enugu. Ne le dit pas à ses amis. Et elle ne chercha certainement pas à le contacter. Ton, l'homme qui avait tenu son visage comme si elle était de la poésie, l'avait embrassée comme une pluie d'été, puis s'était évanoui dans l'air de la gosse comme s'il n'avait jamais existé. Tout ce qu'elle savait de lui, c'était son prénom. Pas de numéro. Pas de nom de famille. Juste sa voix, l'odeur de drap propre et d'eau de colombe chère, et la façon dont il avait ri quand elle lui avait volé des frites de son assiette. Une nuit. C'est tout. Maintenant, c'était un battement de cœur dans son ventre. Tante Rose le remarqua finalement au 6e mois. Ses yeux vifs captèrent le léger gonflement sous le pagne d'Amora un matin alors qu'Amora se penchait pour rincer des assiettes. Il n'y eut ni cri. Ni drame. Juste une question, basse et plate. Qui? Et Amora, avec tout le courage qu'elle put rassembler, répondit « Je ne sais pas ». Ce silence s'étira entre elles comme une corde. Mais au lieu de la rejeter, tante Rose soupira simplement, tira une chaise et s'assit lentement. « Alors tu élèveras celui-ci avec force, dit-elle. Comme j'ai élevé les enfants de ta mère quand elle est devenue silencieuse aussi. » Et ce fut tout. Pas de bénédiction. Pas de réprimande. Juste une acceptation tranquille que la vie avance, même quand elle ne demande pas la permission. Amora accoucha un jeudi, juste après la pluie du soir.
Le ciel était violet de nuages d'orage, et les fenêtres tremblaient au vent. La voisine de sa tante, Mama Kelechi, une sage-femme à la retraite, vint avec une bassine en plastique, 2 serviettes et des mains qui avaient mis au monde 47 bébés. Ce fut rapide. Trop rapide. Et trop douloureux. Mais Amora ne cria jamais. Quand ce fut terminé, et que le bébé fut placé sur sa poitrine, elle baissa les yeux sur les yeux les plus doux et les plus bruns qu'elle ait jamais vus. Une fille. Son cri était fort, presque indigné. Son poing se serra comme si elle avait déjà quelque chose à combattre. Tante Rose jeta un coup d'œil un peu plus tard et vit la façon dont Amora la tenait. Ni avec peur, ni avec honte, mais avec une protection silencieuse et féroce. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-elle. Amora cligna lentement des yeux, puis murmura « Zara ». Zara grandit comme un rayon de soleil à travers des barreaux de fer, dans des espaces restreints, dans de petites joies, dans les fissures entre les épreuves. Amora trouva du travail dans un atelier de couture local, cousant des uniformes scolaires et réparant des pantalons pour les mécaniciens. Chaque néra était économisé. Chaque morceau de tissu supplémentaire servait à faire de minuscules chemises et shorts pour sa fille. Et chaque dimanche, elle portait Zara sur son dos avec un foulard qu'elle avait cousu elle-même et se rendait à l'église avec fierté. Les gens chuchotaient. Certains la plaignaient. Certains la traitaient d'idiote. D'autres hochaient la tête devant sa résilience. Mais aucun d'eux ne savait que Zara était son miracle. Une fille qui avait ses lèvres, mais les yeux de son père. Un dimanche, alors que la chorale chantait l'hymne sur la restauration, Zara se leva sur le banc à côté d'elle et se mit à applaudir, hors rythme mais avec une joie pure. Et Amora, pour la première fois en près de 3 ans, éclata de rire. Un rire plein. Venant de sa poitrine. Le son fit sursauter la femme à côté d'elle. Et à ce moment-là, elle réalisa que quelque chose avait changé. Elle ne survivait plus seulement. Elle vivait. Zara avait apporté de la lumière dans une histoire qui avait failli être engloutie par la honte. Elle était la fin inattendue qui avait transformé sa douleur en force. Elle ne savait toujours pas où était-on. Elle ne s'en souciait même plus. Parce qu'elle avait Zara. Et pour l'instant, c'était assez. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu deviner, c'est que le passé n'en avait pas fini. Que le destin, ou quelque chose comme ça, traçait une ligne qui revenait vers elle. Et qu'un jour, Zara poserait une question à laquelle elle n'était pas prête à répondre. Et l'homme qu'elle ne pensait jamais revoir se tiendrait sur le seuil de son avenir. Parfois, la vérité ne frappe pas à la porte. Elle murmure. Au milieu d'une journée normale, un visage. Une voix. Un souvenir que vous ne vous attendiez jamais à vous rappeler, vous fixant sous la forme d'un enfant. Un enfant qui vous ressemble trait pour trait. On ne pensait pas beaucoup à l'héritage. Il avait de l'argent, des voitures, des clients qui lui envoyaient du vin à Noël et l'appelaient « patron ». Mais la nuit, le silence de son appartement était plus fort que le trafic de la gosse. Il vivait maintenant à l'Equiphase 1. Propre, ordonné, calme. Sa résidence avait 3 générateurs, des panneaux solaires, des caméras de sécurité et un gardien qui saluait comme si on était le président. De l'extérieur, cela semblait parfait. Mais à l'intérieur. Il mangeait des plats à emporter sur son canapé, faisant défiler des photos de mariage qu'il prenait pour des clients, des gens qui s'embrassaient, pleuraient, dansaient et se demandaient pourquoi cela ne l'émouvait plus. Un samedi, son ami Cola l'entraîna à un événement caritatif pour enfants à Surulré. Tu te promènes avec ton appareil photo comme un pacha, mais tu ne photographies même plus la joie. Viens ressentir quelque chose. Ton avait ri, mais il y était allé. Il n'était pas allé à Surulré depuis des années. Les routes étaient chaotiques, l'air épais de la fumée des stands d'Akara et des grillades de suya, des enfants qui criaient, de la musique partout. Le genre de chaos qui ressemblait à la vie. Il apporta son appareil photo. Vieilles habitudes. Dans la cour de l'église, les enfants couraient partout. Des bénévoles distribuaient du riz et des haricots dans des barquettes jetables. Des ballons s'accrochaient à la grille. Une chorale de petites voix chantait Faumet avec tout leur cœur. Puis il la vit. Une petite fille en robe jaune avec des perles manquantes dans ses tresses, riant en équilibrant un gobelet en plastique de Zobo sur sa tête, gloussant quand il faillit tomber. Ses yeux, vifs, curieux, bruns avec des éclats d'or, transpercèrent quelque chose en lui. Il cligna des yeux. Non. Mais alors elle se tourna. Et le rire se figea dans sa poitrine.
Elle avait sa fossette. Son sourire exact. Celui, un peu de travers, pour lequel on s'était moqué de lui toute sa vie. Et ses pommettes, celles de sa mère. Ses mains tombèrent le long de son corps. L'appareil photo pendait, inerte. Colas s'assit à côté de lui. « Ça va ?» Metton ne répondit pas. L'enfant se tourna de nouveau, courant vers une femme qui aidait à organiser les paquets de nourriture. Mince. Forte. Portant son panier sur la taille, les cheveux attachés en arrière dans un simple foulard. Même de loin, son profil remua quelque chose. Puis elle leva les yeux. Le temps s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. C'était elle. Amora. Son corps se tendit comme si elle avait été frappée. Elle attrapa leur enfant par la main et se détourna rapidement, disparaissant derrière un groupe d'adolescents qui chantaient. Ton ne bougea pas. Ses poumons refusaient de se remplir. Colas fronça les sourcils. C'est qui, ça? Metton l'entendit à peine. Elle a mon sourire. Oh. Cette petite fille. Elle a mon sourire. Colas le regarda comme s'il perdait la tête. Il faut que je lui parle, murmura-t-on, déjà en marche. Amora était dans le couloir arrière de l'église, accroupie près d'un banc poussiéreux, tenant Zara près d'elle. Elle essayait de rester calme, son cœur battant comme des tambours de guerre dans sa poitrine. Zara pencha la tête. « Maman, cet homme nous regardait. »« Je sais, mon amour. »« Tu le connais ?» Amora ne répondit pas. Puis elle entendit des pas. Trop familiers. Trop lents. Elle ne se retourna pas avant que sa voix ne dise son nom. Pas comme un étranger. Pas comme une question. Mais comme quelque chose tiré d'un rêve. Amora. Elle se leva, se tournant complètement, plaçant instinctivement Zara derrière elle. Il avait l'air exactement le même, seulement plus âgé. Plus fort. Plus affûté. Mieux mis. Mais les yeux. Toujours le même regard doux. Elle se prépara. Sa voix était rauque. Est-ce qu'elle est à moi? La gorge d'Amora se serra. Zara jeta un coup d'œil derrière elle. Elle est à moi, dit Amora doucement. Elle est à moi de toutes les manières qui comptent. Il s'avança, la voix à peine un murmure. Mais biologiquement? Amora hésita. Puis hocha la tête. Oui. Il expira comme s'il avait retenu son souffle pendant 4 ans. Des larmes jaillirent de ses yeux, inattendues et malvenues. Il s'agenouilla, sans même s'en rendre compte. Comment s'appelle-t-elle? Zara. Il se tourna doucement vers l'enfant. Zara. Elle le regarda, incertaine. Il força un petit sourire. Salut. La voix d'Amora était tendue. Tu n'as pas le droit de juste dire salut. Je sais, dit-on rapidement. Je sais. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ses yeux se plissèrent. Tu es parti. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu n'as pas demandé. Il tressaillit. Je t'ai cherché, dit-il. Après. Je n'ai pas pu te trouver. Amora croisa les bras. Je ne voulais pas être trouvé. Silence. Puis Zara tira sur le pagne de sa mère. Maman, est-ce que c'est mon vrai papa? Les mots piquaient comme l'air sur une plaie ouverte. Amora baissa les yeux. Puis hocha la tête. Oui, bébé. C'est lui. Zara se tourna vers Ton. Tu aimes la glace? Ton cligna des yeux. Quoi? Parce que je ne veux pas d'un papa ennuyeux. Il rit. Rit vraiment. J'adore la glace. Surtout la vanille. Zara hocha la tête sérieusement. C'est acceptable. Puis elle s'avança et prit sa main. Amora regarda, le cœur brisé et en voie de guérison tout à la fois. Ton leva les yeux vers elle. Je ne sais pas comment réparer ça, murmura-t-il. Mais je veux essayer. Amora ne répondit pas. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais à ce moment-là, sa fille, leur fille, se tenaient entre eux, tenant leurs deux mains. Et d'une manière ou d'une autre, peut-être, c'était un début. Le dimanche suivant, Ton se retrouva de nouveau à Surulré, non pas parce qu'il le devait,
mais parce qu'il ne pouvait pas rester loin. Il ne le dit pas à son assistant, ne s'habilla pas pour des réunions. Il portait un simple polo et un jean, le genre qu'il n'avait pas porté depuis l'université. Il ne prit pas son chauffeur. Il voulait reparcourir ses rues. Sentir ce que c'était que d'être personne. Zara attendait déjà devant la résidence, de la poussière de craie sur les mains et les genoux à force de dessiner des soleils et des bonshommes allumettes sur le trottoir. Elle leva les yeux, plissant les yeux au soleil. « Tu es revenu, dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. »« J'ai dit que je le ferais, répondit-il. On ne revient pas sur sa parole quand un enfant regarde. Zara sourit et lui tendit un deuxième morceau de craie. « Dessine avec moi. » Et c'est ainsi que Ton s'assit par terre, sur le béton fissuré à côté d'une enfant dont il ignorait l'existence quelques jours auparavant, esquissant des éléphants difformes, des maisons de travers et un dessin étonnamment bon d'une voiture. « Tu es doué pour ça, dit-il. » Elle haussa les épaules. « Maman dit que je dessine ce que je vois. Je vois des choses dans ma tête et je les mets ici. » Il sourit. « Parles-tu toujours comme une poétesse ?» Elle cligna des yeux. « C'est quoi une poétesse ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Amora sortit, son expression indéchiffrable, son foulard noué serré autour de sa tête, sa robe simple et usée. Elle tenait une bassine de linge, s'arrêta et le vit par terre avec sa fille. Il y eut une lueur, quelque chose entre la douleur et la douceur, mais elle disparut rapidement. « Tu n'es pas obligé de continuer à venir, dit-elle sèchement en passant devant eux vers la corde à linge. « Je sais, dit-il. Mais je le veux. » Elle ne répondit pas. Zara se leva et épousseta ses mains. « Maman, est-ce que tonton peut rester pour le déjeuner? Je peux t'aider à cuisiner. » Amora regarda sa fille, puis Ton. « Nous ne mangeons rien d'extraordinaire. »« Je ne suis pas ici pour l'extraordinaire, dit-il en se levant lentement. Juste affamé. » À l'intérieur, l'appartement était modeste. Un tapis près de la télé. Des rideaux délavés par le temps. Une petite table dressée pour deux. Zara disposa les assiettes avec l'assurance de quelqu'un élevé dans un foyer aux routines tranquilles. Ton prit place, ses genoux frôlant le dessous de la table. Le riz était nature. Le ragoût léger mais épicé. Les bananes plantains un peu trop brunes. Mais il n'avait rien goûté d'aussi authentique depuis des années. « Tu cuisines comme ma mère, dit-il sans réfléchir. Amora haussa un sourcil. « C'est censé être un compliment ?» Il sourit. « C'est le plus grand que j'ai. » Zara gloussa et ajouta une cuillerée de riz dans son assiette. « Mange plus, ou tu resteras maigre pour toujours. » Quand le déjeuner fut terminé, Zara sortit une pile de dessins et s'assit en tailleur sur le sol, lui montrant chacun comme si elle dévoilait des chefs-d'œuvre dans une galerie. « Ça, c'est le chat de notre ancien voisin, dit-elle en pointant. Il est mort, mais je le dessine encore. Celui-ci, c'est moi et maman au marché. Et celui-là, c'est, elle fit une pause, puis montra une image d'un homme grand avec des cheveux bouclés et un grand sourire. J'ai dessiné ça hier. Ton fixa le dessin. Le nez était trop gros. Les mains étaient de travers. Mais le sourire était le sien. C'est moi, demanda-t-il, sa voix maintenant plus basse. Elle hocha la tête, timidement. Je me suis souvenu de ton visage. Il jeta un coup d'œil à Amora. Elle ne les regardait pas. Ses mains étaient occupées avec la vaisselle, mais il savait qu'elle écoutait. Ton s'agenouilla à côté de Zara et regarda d'autres de ses dessins. Chacun racontait une histoire. Son histoire. Une histoire qu'il avait entièrement manquée. « Tu aimes les livres ?» demanda-t-il. « Je les adore, dit-elle. Mais la bibliothèque est loin. Maman dit qu'on ne peut pas y aller souvent. » Ton hocha lentement la tête. « Et si je t'en apportais ? Tu pourrais construire ta propre bibliothèque ici. » Les yeux de Zara s'illuminèrent. « Vraiment ? » Il regarda Amora, cherchant une permission silencieuse. Elle hésita, puis fit un petit signe de tête. « Promis, dit-il à Zara. La prochaine fois que je viendrai, j'apporterai les meilleurs livres. » Zara sourit. « D'accord. Mais pas de livres ennuyeux. » Ton rit. Marché conclu. Elle retourna à ses dessins en fredonnant. Et il se leva, marchant tranquillement vers la cuisine. Amora ne se retourna pas, elle est comme toi, dit-il doucement.
Amora le regarda enfin. Comment saurais-tu comment je suis? Elle est observatrice. Forte. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne m'en dit pas l'attention, elle la mérite. Amora expira brusquement, les bras croisés. Elle parle aussi trop, pose trop de questions et ne sait pas quand s'arrêter. Il sourit. Alors elle est définitivement à toi. Elle ne rit pas. Elle ne s'adoucit pas. Au lieu de cela, elle s'essuya les mains, s'appuya contre l'évier et le fixa. Je ne sais pas ce que tu crois faire, dit-elle. Mais ce n'est pas un acte de rédemption pour toi. Tu n'as pas le droit de débarquer maintenant et de faire semblant d'avoir toujours été là. Je sais, dit-il doucement. Je ne fais pas semblant. J'essaie. Elle l'étudia. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, admit-il. Mais je l'ai vu. Et je me suis vu. Et soudain, tout ce que je pensais important ne l'était plus. Amora détourna le regard, sa voix plus basse. Elle pose des questions sur toi maintenant. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit que tu n'étais qu'un homme de passage. Ton hocha lentement la tête. C'était peut-être le cas. Mais j'aimerais rester. Si tu me le permets. Il y eut un silence. Une longue, douloureuse pause. Finalement, Amora dit, alors ne promets rien que tu ne puisses tenir. Ton croisa son regard. Je ne le ferai pas, il se tourna pour partir, mais Zara l'appela. Ton. Il se retourna. Elle tenait un de ses dessins. Tu as oublié ça. C'était celui de lui. Souriant. Oh. Il le prit doucement. Merci. Zara sourit. Reviens bientôt. Je reviendrai, dit-il, jetant un dernier regard à Amora. Promis. Le café sentait la cannelle chaude et les vieux chagrins d'amour. Ton était assis en face d'Amora, les deux mains enroulées autour de sa tasse, bien que le thé à l'intérieur fût froid depuis longtemps. En face de lui, elle avait l'air presque la même que cette nuit-là, sauf que tout avait changé. Amora ne parla pas la première. Elle le laissait mariner dedans, quoi que ce fût. Le silence entre eux n'était pas vide, il était en suspens. Rempli de questions que ni l'un ni l'autre ne savait comment formuler. Dehors, la ville continuait sa course comme si leur retrouvaille ne ressemblait pas à un tremblement de terre sous la peau. Je ne savais pas comment tu me manquais, dit finalement Ton. Amora cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se frotta la nuque en soupirant. Je veux dire. Je me suis réveillé le lendemain matin et tu étais parti. Pas de numéro, pas de nom, rien. J'ai essayé de me dire que c'était juste une de ces choses. Mais pendant des mois après, chaque fois que quelqu'un disait le nom Amora, je me retournais comme un idiot. Les yeux d'Amora ne s'adoucirent pas. Au contraire, ils devinrent plus perçants. Tu n'as pas cherché très fort à me trouver. Tu m'as laissé sans rien. Je t'ai tout laissé, lança-t-il. Tu ne le savais juste pas encore. Cela le fit taire. Le poids de 5 ans pesait sur la table comme une troisième présence. Il la regarda vraiment. Sa force n'était pas une armure. Elle était tissée en elle. Chaque regard, chaque souffle, chaque choix. J'avais peur, dit Amora après un moment. De ce qui arriverait si j'essayais de te trouver. Du rejet. De demander quelque chose que je n'étais pas sûr que tu voudrais donner. Amora. J'aurais été là. Mais serais-tu resté? La question flotta entre eux comme de la fumée. Ton ne répondit pas tout de suite. Peut-être parce qu'il ne le savait pas. Il y a 5 ans, il courait encore après les contrats et fuyait les sentiments. Il était un demi-homme dans un costume d'homme complet. Je ne sais pas, admit-il. À l'époque, peut-être pas. Mais maintenant. Je ne peux pas m'arrêter de penser à Zara. Son rire. Son entêtement. La façon dont elle s'est tenue entre toi et cette voiture comme si elle mesurait 3 mètres. Amora sourit malgré elle. Elle a toujours été comme ça. Courageuse. Franche. Bruyante. Elle te ressemble. Elle te ressemble aussi, dit doucement Amora. C'est ce qui me terrifiait. Chaque fois qu'elle me regardait avec ses grands yeux, je te voyais. Je veux la connaître, dit-on. Si tu me le permets. Amora se pencha en arrière, croisant les bras.
Ce n'est pas un travail à temps partiel, Ton. Elle n'a pas besoin d'un visiteur. Elle a besoin d'un homme qui sera là, pour les sorties d'école, la saison de la grippe, les fièvres de minuit, les devoirs de maths. Je sais. Le sais-tu vraiment? Il la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas ici pour la rédemption, Amora. Je suis ici pour la responsabilité. Cela la surprit. Les mots n'étaient ni brillants ni romantiques, mais ils étaient solides. Ancrés. Et elle avait passé 5 ans à construire une vie à partir de rien. Peut-être que ce dont elle avait besoin n'était pas quelqu'un pour la faire rêver, mais quelqu'un prêt à marcher à ses côtés sur le trottoir fissuré. Elle t'aime déjà, murmura Amora. Elle ne sait pas que je suis son père. Non, acquiesça Amora. Mais les enfants sentent l'énergie. Et elle a toujours été intuitive. Elle pose des questions. Des questions difficiles. Je leur répondrai. Il y eut une autre pause. Celle-ci n'était pas tendue, juste prudente. Tu vas devoir la mériter, dit Amora. Je sais. Et moi aussi. Ton hocha lentement la tête. Je n'attends rien. Mais tu veux quelque chose. Il sourit faiblement. Je veux une chance. Pas parce que c'est facile. Mais parce que c'est important. Dehors, le lampadaire clignota. La pluie avait commencé à tomber, de fines gouttes coulant le long de la vitre comme des fils de mémoire. Je peux la voir demain, demanda-t-il. Amora ne répondit pas tout de suite. Elle resserra son foulard autour de son cou, puis regarda par la fenêtre. La même fenêtre à travers laquelle elle avait regardé d'innombrables nuits, tenant Zara contre sa poitrine, se demandant si elle avait bien fait de garder le silence. Tu peux aller la chercher à l'école, dit-elle finalement. Mais je serai là. Et si tu es en retard, ou si tu la fais pleurer? Je ne le ferai pas, promit-il. Bien, dit Amora en se levant. Alors on verra. Le lendemain après-midi, la porte de la classe de Zara s'ouvrit avec son grincement habituel. Un flot d'enfants de 7 ans énergiques jaillit comme une vague. Zara fut parmi les dernières à sortir, traînant son sac à dos comme s'il pesait plus qu'elle. Mais quand elle aperçut Ton de l'autre côté du portail de l'école, tout son corps s'illumina. Monsieur Sourire, cria-t-elle en traversant la cour en courant. Ton s'agenouilla, les bras ouverts. Salut, superstar. Elle se jeta contre sa poitrine sans hésitation. C'est toi qui viens me chercher? Ouais. Ta maman a dit que c'était d'accord. Cool, sourit-elle. Est-ce que j'ai quand même droit à une glace? Seulement si tu me racontes ta journée. Marché conclu. Depuis la voiture garée, Amora les observait. Elle voyait Zara rire comme elle le faisait toujours, mais maintenant, cela résonnait de quelque chose de plus profond, de connexion. De reconnaissance. Ses yeux la piquaient, mais elle ne détourna pas le regard. C'était peut-être le début de quelque chose qu'elle n'aurait plus à porter seule. Le soleil filtrait à travers les stores de l'appartement d'Amora, peignant des traînées dorées sur le sol. La cuisine était animée de son doux, le grille-pain qui saute, l'eau qui bout, le léger tintement d'une tasse sur le comptoir. Ton était venu tôt, comme il l'avait fait les derniers week-ends, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que Zara s'y attendait. Et Amora aussi, même si elle ne l'admettrait jamais. Tonton, tu peux tresser les cheveux de ma poupée, appela Zara depuis le salon, les jambes repliées sous elle comme une petite reine sur un trône en plastique. Ses mains tenaient une poupée brune dépenaillée à qui il manquait une chaussure. Ton, pieds nus et détendu dans un t-shirt délavé et un pantalon de jogging, jeta un coup d'œil à Amora pour obtenir la permission. Elle ne dit rien, lui tendit juste un élastique et hocha la tête. Tressé, hein, dit-il en prenant la poupée avec précaution. Tu sais que je suis plutôt un gars de logiciel, n'est-ce pas? Pas un coiffeur. Zara gloussa. Mais tu as des doigts. Maman a dit que c'est tout ce qu'il faut. Amora, près de l'évier en train de rincer la vaisselle, s'étouffa de rire. Ton s'assit à côté d'elle, tordant maladroitement les cheveux de la poupée. C'était inégal et légèrement tragique. Zara rayonna comme si c'était l'œuvre d'un maître styliste. Voilà, dit-il en la lui rendant. Frais du salon. Zara plissa les yeux. C'est un peu de travers. Il haussa les épaules. Elle est excentrique. Comme toi. Elle le regarda. Je ne suis pas de travers.
Non, dit-il doucement. Tu es parfaite. Il y eut une pause. Zara le fixa, son sourire vacillant légèrement. Elle le regardait comme si elle cherchait quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots. Puis, si Bakamora faillit ne pas l'entendre, elle murmura « Merci, papa ». L'air changea. Ton se figea. La main d'Amora s'immobilisa sous l'eau. Même Zara semblait surprise d'elle-même. Ses joues rougirent. Elle baissa les yeux sur la poupée comme si elle pouvait peut-être faire semblant de ne pas l'avoir dit. Ton déglutit. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Zara était encore plus petite cette fois. Désolé. Je ne voulais pas. Il se déplaça lentement, se tournant vers elle. Et, dit-il doucement. Ne sois jamais désolé pour ça. Zara leva les yeux. Ses yeux, les yeux d'Amora, cherchant une punition sur son visage. Elle n'en trouva aucune. J'ai aimé, ajouta-t-il. Ça a fait toute mon année. Amora se tenait figée dans la cuisine, un torchon serré contre sa poitrine comme une armure. Elle n'était pas préparée à ça. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Ton se leva, entra dans la cuisine. Je ne m'y attendais pas, dit-il à voix basse. Mais ça signifiait plus que je ne sais le dire. Elle commence à te faire confiance, murmura Amora, le cœur battant. C'est une grande chose. Ne laisse pas ça être temporaire. Je ne le ferai pas. Tu dis ça maintenant, mais la vie arrive. Tu seras occupé, tu passeras à autre chose. Et quand les hommes disparaissent, les enfants ne comprennent pas des mots comme carrière ou peur ou timing. Ils ne comprennent que le fait d'être laissés. Je ne vais nulle part, Amora. Elle leva les yeux vers lui, le regard brut. Ne dis pas ça si tu ne le penses pas. Il s'approcha. Je le pense. C'était de nouveau ce regard. Celui qui la faisait se sentir exposée et vue. Celui qui l'effrayait plus que tout. Elle t'a appelé papa, dit doucement Amora. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas faire semblant. C'est la partie la plus profonde de son cœur qui parle. Je sais. Le sais-tu vraiment, murmura-t-elle. Parce que j'ai passé 6 ans à être à la fois maman et papa. J'ai essuyé des larmes, lui ai appris les maths et porté le poids de son monde. Et maintenant, un mot change tout. La voix de ton était rauque. Je ne veux rien te prendre. Mais tu le fais déjà, dit-elle en retenant ses larmes. Et j'ai peur de voir à quel point ça fait mal, non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que je voulais qu'elle le dise. Je voulais qu'elle trouve quelqu'un à aimer comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse si mal quand elle l'a finalement fait. Il tendit la main, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. Tu as fait ça toute seule. Je le vois. Et je l'honorais. Mais peut-être que ça n'a pas à rester comme ça. Amora secoua la tête. Ne fais pas de promesses que tu n'es pas prêt à tenir. Je ne fais pas de promesses, dit-il. Je fais un choix. De rester. D'apprendre. De mériter ça, jour après jour. Elle détourna le regard, ne sachant si elle devait le croire. Mais au fond d'elle, une graine avait été plantée. Petite. Fragile. Mais réelle. Plus tard ce soir-là, alors que le crépuscule filtrait par les fenêtres et que l'appartement se calmait, Zara s'endormit sur les genoux de sa mère, les bras repliés comme si elle tenait toujours cette poupée. Ton était assis de l'autre côté de la pièce, les regardant avec une expression qu'Amora ne put déchiffrer au début. Ça m'a manqué, dit-il finalement. Ça, demanda-t-elle. Pas seulement ce moment. Mais ce que l'on ressent à appartenir à quelque part. Tu penses que tu appartiens ici? Sa voix était prudente. Il hocha la tête. Plus que n'importe où j'ai jamais été. Elle ne dit rien pendant un moment. Caresse juste les cheveux de Zara. Alors prouve-le, murmura-t-elle. Pas à moi. À elle. Je le ferai, dit-il. Et pour la première fois, elle le crut presque. Le ciel cet après-midi-là était d'un bleu tendre et poudré, parsemé de nuages flottants comme des pensées inexprimées. Ton se tenait à l'évier de la cuisine, rinçant un bol d'une main, son autre main essuyant distraitement une tache humide sur le comptoir. Derrière lui, de faibles rires filtraient du petit jardin, où Zara et Amora poursuivaient des bulles de savon au soleil. Il avait passé 3 week-ends chez eux maintenant.
Pas en tant qu'invité. Pas tout à fait en tant que famille non plus. Mais quelque part dans ce terrain d'entente délicat où le silence ressemblait moins à une absence qu'à un souffle. Et aujourd'hui il ne pouvait plus ignorer la vérité qui pulsait plus fort à chaque seconde passée près d'eux, il ne voulait plus repartir. La porte arrière grinça et Amora entra. Ses joues étaient rouges, ses cheveux en désordre, couverts de solutions à bulles. Elle avait l'air plus jeune, plus libre, comme la version d'elle qu'il se souvenait de cette nuit de fête pluvieuse il y a 5 ans. Ton sourit. On dirait que vous étiez en guerre contre les bulles. Elle sourit, attrapant un verre. Zara est une générale féroce. J'ai à peine survécu. Leurs regards se croisèrent brièvement alors qu'elle passait. Ce regard contenait quelque chose de prudent, mais de chaleureux. De familier. Il ferma le robinet. Amora. As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes? Elle s'immobilisa. Puis se tourna lentement pour lui faire face, le verre serré dans ses mains. Tout le temps. Un silence tranquille s'installa entre eux. Le bourdonnement du réfrigérateur, le tintement des glaçons dans son verre, l'écho des pas de Zara dehors. Je veux dire, commença-t-on en se frottant la nuque, si nous avions su. Si j'étais resté ce matin-là. Si nous avions parlé au lieu de disparaître. Son regard s'abaissa. J'ai attendu, dit-elle doucement. Tout ce matin-là. Je pensais que tu étais peut-être juste sorti prendre le petit déjeuner ou quelque chose comme ça. Puis les heures ont passé. Et puis le test de grossesse est revenu positif. La gorge de Ton se serra. Je n'avais pas de numéro. Pas de nom à donner à l'infirmière. Pas de visage à mettre dans la section du père sur le formulaire. Juste ce souvenir. Elle retint ses larmes, les épaules tremblantes. Elle t'appelle papa maintenant. Il hocha la tête. Je l'ai entendu. Et je ne le méritais pas, mais je veux être à la hauteur. Ils se tinrent là, le cœur à nu dans une petite cuisine, portant le poids de 5 ans dans un silence fragile. Je crois que je t'aime encore, dit-on soudainement. Pas de préambule. Pas de timing calculé. Juste la vérité, brute et imparfaite. Le souffle d'Amora se coupa. Je n'ai jamais cessé, ajouta-t-il. Même quand je ne me permettais pas de penser à toi, même quand j'essayais d'oublier. Tu as toujours été là. Et maintenant, je te vois ici, te battant chaque jour pour Zara, pour la paix, et je suis plein d'admiration. Elle posa le verre. Lentement. Avec précaution. Ton. Tu n'as pas à le dire en retour. J'avais juste besoin que tu le saches. Avant de te demander quoi que ce soit de plus, avant de penser à ce que cela pourrait devenir, j'avais besoin de le dire avec tout mon cœur. Elle passa devant lui, vers le couloir, sa main effleurant le bord du comptoir. Viens dehors, dit-elle doucement. Il la suivit par la porte et dans le jardin où Zara jouait maintenant à la dinette avec un éléphant en peluche et une brique de jus. Ils s'assirent sur les marches arrière, côte à côte, les épaules se frôlant. Amora regarda droit devant elle, sa voix basse. Que tu dises ça. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Mais l'amour pour moi, c'est un processus maintenant. Ce n'est pas seulement des feux d'artifice et le souffle coupé. C'est être là, encore et encore. Même quand c'est le désordre. Même quand tu as peur. Ton hocha la tête. Je ne suis pas ici pour les feux d'artifice. Je suis ici pour les matins d'après, les crises de colère, les jours de maladie, les pièces de théâtre de l'école. Je suis ici pour tout ça. Zara leva les yeux et fit un signe de la main. Salut papa. Il sourit et lui fit un signe en retour. Salut ma chérie. Amora se tourna pour le regarder, les yeux scrutateurs. Alors reste, Ton. Reste assez longtemps pour prouver que tu le penses vraiment. Il la regarda, et la lumière du soleil illumina son visage d'une manière qui lui fit de nouveau croire aux secondes chances. Je ne vais nulle part. Le centre communautaire bourdonnait plus que d'habitude ce samedi matin. Les voix des enfants rebondissaient sur les sols carrelés, se mêlant au bourdonnement des ventilateurs électriques bon marché et au grincement occasionnel des chaises en métal traînées sur le béton. Des pancartes collées au mur indiquaient « Journée des talents parents enfants », avec des marqueurs colorés, les lettres légèrement de travers, mais enthousiastes. Ton ajusta les poignets de sa chemise bleue décontractée, regardant Zara,
qui s'accrochait à sa main d'une part et tenait une affiche maison couverte de paillettes de l'autre. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il en s'accroupissant un peu pour être à son niveau. Zara lui fit un signe de tête confiant, ses deux dents de devant manquantes et sa tresse se balançant. On a répété. Je vais le dire exactement comme je l'ai dit dans la cuisine. Ton sourit, l'estomac noué par le genre de papillon nerveux qu'il n'avait pas ressenti depuis son premier pitch en salle de conseil. Et je tiens l'affiche, c'est ça? Non, tu souris juste. Comme ça. Elle lui montra un grand sourire exagéré. Il rit et lui tapota le nez. Marché conclu. De l'autre côté de la pièce, Amora se tenait les bras croisés, légèrement appuyée contre le mur du fond. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si vite. Peut-être que c'était la foule, peut-être que c'était de voir sa fille si excitée. Ou peut-être que c'était la façon dont on regardait Zara, comme si elle était la personne la plus importante au monde. Et la façon dont Zara le regardait en retour, comme s'il avait toujours été là. Elle n'avait pas prévu ça. Ni le spectacle de talent, ni la performance de coparentalité, et certainement pas la tendresse croissante qui fleurissait dans sa poitrine chaque fois qu'elle les voyait ensemble. L'organisatrice de l'événement, une femme chaleureuse nommée Tante Busy, frappa 3 fois dans ses mains. Très bien, oh. Ensuite, nous avons Zara et son invité. Elle sourit. Applaudissons-les bien fort. Ton se leva et lui offrit sa main. Zara la prit fièrement, et ensemble ils se dirigèrent vers l'avant. Il y avait un piano poussé contre le mur et un unique microphone sur un pied. Mais Zara ne se dirigea pas vers le micro. Au lieu de cela, elle se tourna vers la foule, et Ton s'agenouilla à côté d'elle. Elle leva haut son affiche scintillante, sur laquelle on pouvait lire « Mon héros, c'est mon papa », en lettres de travers et sincères. Certaines lettres étaient à l'envers, et les paillettes s'écaillaient déjà. Mais le message était clair. Un silence se fit dans la pièce. Zara prit une profonde inspiration. Je m'appelle Zara. J'ai 6 ans. Et aujourd'hui, je veux vous parler de mon héros. Il ne vivait pas avec nous au début, et pendant longtemps j'ai cru que je n'avais pas de papa. Mais Dieu m'a entendu quand j'ai prié. Elle baissa les yeux vers Ton, qui cligna des yeux avec force. Il m'a envoyé celui-ci. Des halètements et de doux rires parcoururent le public. Ton sentait chaque battement de cœur dans la pièce gronder dans sa poitrine. Il lit avec moi. Il m'aide avec mes chiffres. Il fait du riz jollof mais ce n'est pas très bon, ajouta-t-elle avec un sourire effronté. Le public rit. Ton secoua la tête de manière dramatique. Calomnie. Mais il écoute toujours. Et il revient toujours. C'est comme ça que je sais que c'est mon vrai papa. Parce qu'il est resté. La salle était silencieuse. Quelques mères s'essuyaient les yeux. Une des enseignantes joignit les mains sur sa poitrine. Ton se leva et prit l'affiche de ses mains, la posant doucement contre le mur. Puis il la souleva et se tourna vers la salle. Être le père de Zara est le plus beau titre que j'ai jamais eu, dit-il doucement, la voix stable. Même meilleur que PDG. Cela rompit le silence, les applaudissements éclatèrent, forts et sincères, parsemés de quelques acclamations d'enfants et d'adultes. Amora avait une main sur la bouche. Non pas de choc, mais de l'émotion qui lui montait à la gorge. Sa fille audacieuse, intrépide, au grand cœur, venait de s'approprier son histoire à 2 mains. Et l'homme qui était parti au milieu de la nuit était devenu son héros. Après la fin du programme et que la foule commença à se disperser, Ton ramena Zara là où Amora se tenait. Elle s'essuyait les yeux avec un mouchoir, essayant de faire comme si de rien n'était. Elle est incroyable, dit-il doucement en posant Zara. Je ne savais même pas qu'elle préparait ça, répondit Amora, la voix encore un peu rauque. Elle l'a répété tous les jours cette semaine, sourit-il. Elle disait qu'elle voulait que ce soit parfait pour la journée des talents de papa. Amora expira et s'accroupit pour serrer sa fille dans ses bras, lui chuchotant quelque chose qui fit glousser Zara. Va chercher ta brique de jus, d'accord, dit-elle. Zara s'élança. Maintenant, ils n'étaient plus que tous les deux. Elle m'a appelé son papa, dit doucement Ton, les mains dans les poches, les yeux toujours sur Zara. Elle le pensait, répondit Amora. Il se tourna vers elle. Je le pensais aussi. Elle leva les yeux vers lui, brillants mais féroces. Je sais. Ils restèrent silencieux un moment, assez longtemps pour que cela signifie quelque chose. J'ai peur, Amora, dit-il finalement.
Je sais. Je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas la blesser, ni toi. Tu n'es pas le même homme qui est parti il y a 5 ans. Je ne reconnais même plus ce type. Bien, dit-elle, parce que Zara ne le connaît pas. Elle ne connaît que l'homme qui est resté. Ton tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son oreille. Et toi? Qu'est-ce que tu sais? Amora ne recula pas, je sais que je regarde toujours, dit-elle doucement. Mais je n'attends plus que tu disparaisses. Il hocha la tête. C'est juste. Ils se tournèrent tous les deux vers Zara, maintenant entouré de 2 de ses camarades de classe, leur montrant fièrement son affiche scintillante. Elle t'appelle son héros, dit Amora. Ne prends pas ça à la légère. Je ne le ferai pas, promit-il. Le soleil commençait à baisser dans le ciel quand ils se dirigèrent vers la voiture. Zara était assise sur la banquette arrière avec son affiche sur les genoux, fredonnant un air pour elle-même. Amora était assise à l'avant, sa fenêtre à moitié baissée, laissant la brise jouer avec ses cheveux. Tom conduisait dans une joie tranquille. Chaque feu rouge, chaque virage, ressemblait à un pas de plus vers quelque chose de sacré. Il la regarda une fois, son visage illuminé par l'or du soleil couchant. Elle m'a appelé son héros aujourd'hui, murmura-t-il. Et je crois que tu l'as cru, répondit Amora. Il sourit, les mains stables sur le volant. Pour la première fois de ma vie, oui. La nuit tomba doucement, enveloppant les rues de Lagos d'une douce lumière jaune et de longues ombres. C'était le genre de soirée qui ne demande rien, pas de bruit, pas de hâte, juste le lent déploiement du souffle après une longue journée. Ils étaient tous les 3 rentrés du centre communautaire et avaient dîné ensemble, bananes plantain grillées, poulet au poivre et boisson maltais fraîche. Maintenant, Zara dormait, blottie sous sa couverture rose, ses doigts serrant encore légèrement son affiche scintillante Mon héros. Tom se tenait à l'entrée de sa chambre, la regardant dormir, sa main posée sur le cadre de la porte. Il y avait une paix dans sa respiration, dans la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait en un rythme parfait. C'était le genre de paix qu'il avait poursuivi pendant des années. Derrière lui, Amora entra doucement. Elle ne parla pas. Elle posa simplement sa main sur son dos. Elle dort profondément maintenant, murmura-t-elle. Avant que tu ne reviennes, elle se réveillait au moins 2 fois par nuit. Tom se tourna légèrement, ses yeux cherchant les siens. Elle avait toujours peur, continua Amora. Peur que je ne sois plus là un jour, moi aussi. Que je disparaisse peut-être de la même façon qu'eux. Il hocha la tête, comprenant. De la même façon que je l'ai fait. Elle ne le dit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Je déteste ça, murmura-t-il. Que ce soit moi qui ai planté cette peur en elle. Tu es aussi devenu la raison pour laquelle elle l'a surmontée. Il déglutit difficilement. Ils sortirent de la chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte, et se dirigèrent vers le petit balcon qui donnait sur la rue calme en contrebas. La ville était plus silencieuse ici, à l'écart de l'agitation. Juste le vent, les grillons et l'écho lointain de la télévision d'un voisin. Amora s'enroula les bras autour d'elle. « Tu te souviens de cette nuit » dit-elle soudainement. « La nuit où tout a commencé. » Il la regarda, le poids du souvenir l'envahissant. « Le mariage » dit-il. « Le mariage de ta cousine. Tu portais une robe noire avec des broderies dorées. Tu portais ce gilet rouge qui faisait que tout le monde te regardait. » Ils sourirent, mais c'était un sourire tendre, presque doux amer. Le souvenir contenait à la fois du rire et de la douleur. « Tu m'as trouvé dehors » continua-t-elle. « Tu as dit que tu ne supportais plus qu'une autre tante te demande quand tu allais te marier. J'ai dit que la seule chose que je voulais épouser cette nuit-là, c'était le riz jollof. » Elle rit doucement. Nous étions ivres de vin de palme et de liberté. Tom se tourna complètement vers elle maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette nuit bruyante, j'ai trouvé quelque chose de calme avec toi. Quelque chose de vrai. La brise agita ses cheveux. Ses yeux ne quittaient jamais les siens. Le regrettes-tu demanda-t-il. Cette nuit-là? Elle resta silencieuse un long moment. Puis, finalement, non, dit-elle. Je regrette ce qui est venu après. Je regrette que tu sois parti. Je regrette d'avoir dû élever notre fille en me sentant à la fois mère et fantôme. Il grimaça. Mais cette nuit-là, dit-elle, sa voix maintenant plus douce. Non. Cette nuit-là a été le début de la plus belle chose de ma vie. Il s'approcha.
Je crois que j'avais peur parce que ça semblait trop réel, admit-il. Comme si je ne le méritais pas. Comme si j'allais le gâcher. Tu as failli. Il hocha la tête, la culpabilité profonde et visible. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Tu l'as protégé. Tu lui as tout donné. Et tu m'as donné une seconde chance que je ne pensais jamais avoir. Elle détourna le regard, vers le ciel. Je ne l'ai pas fait pour toi, dit-elle. Je sais. Je l'ai fait pour elle. Je sais. Il prit sa main. Cette fois, elle le laissa la tenir. Mais maintenant, dit-elle, la voix à peine un murmure. Maintenant. Je ne le fais plus seulement pour elle. Il baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés. Je t'aime encore, dit-elle, enfin. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient stables. Silence. Le monde s'arrêta de tourner le temps d'un souffle. Puis on parla, pas pressé, pas submergé, juste brut et honnête. Je n'ai jamais cessé. Elle ferma les yeux. Tu n'as pas à dire ça juste parce que. Ce n'est pas le cas, l'interrompit-il doucement. Amora, t'aimer n'a jamais été la partie difficile. Croire que j'étais suffisant, ça l'était. Elle ouvrit les yeux. Et maintenant? Il expira. Maintenant, je suis prêt à essayer. Chaque jour. Pour toi. Pour Zara. Pour la famille que nous n'avons jamais pensé avoir, mais que nous avons trouvée d'une manière ou d'une autre. Elle se laissa pencher contre sa poitrine. Ses bras l'entourèrent comme s'ils étaient faits pour être là. Pas de feu d'artifice, pas de grands gestes. Juste l'emboîtement silencieux de pièces qui avaient été brisées. Tu sais, dit-il après un moment, j'allais te faire ma demande ce soir. Elle se recula, surprise. Quoi? Pas avec une bague, dit-il rapidement. Pas encore. Mais j'allais te dire que. Je suis là pour de bon. Entièrement. Que je veux plus. Plus de nuit, plus de matin, plus de blagues sur ma cuisine. Plus de tout. Son rire était doux contre sa poitrine. Alors tu m'as dit que tu m'aimais encore. Eh bien, haussa-t-il les épaules, tu m'as en quelque sorte devancé. J'ai toujours eu un meilleur timing, taquina-t-elle. Il l'embrassa sur le haut de la tête. Ça, c'est vrai. Ils restèrent ensemble, regardant la nuit, le lampadaire peignant de doux halos autour des voitures garées en bas. À l'intérieur, Zara s'agita une fois dans son sommeil, murmura quelque chose d'inintelligible et se rendormit. Leur fille, le pont qui les avait réunis. La prière qui avait été exaucée à sa manière innocente. Et ils étaient là, sur un balcon dans le calme de la nuit, deux cœurs qui s'étaient autrefois fuis, restant enfin. Le centre communautaire bourdonnait de musique, de rires d'enfants et du chaos chaleureux de la célébration. C'était la journée de la famille, un petit événement organisé par l'initiative de quartier pour laquelle Amora avait autrefois fait du bénévolat quand Zara n'était qu'un bébé sur son dos. Aujourd'hui, Amora se tenait près de la table des rafraîchissements, regardant Zara courir à travers la cour avec deux autres enfants, le visage peint en tigre. Ses tresses rebondissaient alors qu'elle courait, pieds nus, sauvage, libre. Tom se tenait à quelques pas derrière Amora, tenant deux gobelets en papier de zobo. Il n'était pas habillé de sa chemise à col habituelle ni de ses vêtements de ville, aujourd'hui, il portait une simple chemise en ankara, les manches retroussées, le col ouvert. Il ressemblait moins à un homme poursuivant quelque chose, et plus à un homme qui avait enfin cessé de courir. Amora se tourna juste au moment où il l'atteignit. « Pour toi, dit-il en lui tendant le gobelet. »« Merci, dit-elle, puis fit une pause. »« Tu souris depuis ce matin. » Il but une gorgée, essayant de ne pas paraître évident. « Est-ce que ça se voit tant que ça? » Oui. Il regarda vers Zara, qui grimpait maintenant dans un château gonflable sans aucun souci de grâce. Elle est si heureuse. Elle est aimée. Il se tourna vers Amora. Et moi aussi. Il y eut une pause. Elle haussa un sourcil au ton de sa voix. Tu prépares quelque chose. Il sourit, et pour la première fois, ce n'était pas timide. C'était stable. Viens avec moi, dit-il. Elle le suivit à travers la cour, se faufilant entre des tantes qui dansaient et des tout-petits aux chemises tachées de glace. Il s'arrêta près de la petite scène improvisée où quelques parents avaient prononcé de brefs discours de remerciement. Tom parla brièvement au maître de cérémonie, qui sourit largement et lui tendit le micro.
Amora cligna des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Ton se tourna vers la foule, le micro à la main. Il s'éclaircit la gorge. Bonjour à tous, commença-t-il. Désolé d'interrompre les sauts et le jollof. Je voulais juste dire quelque chose rapidement. Amora se figea, son cœur commençant à battre la chamade. Certaines personnes se tournèrent, curieuses. Les enfants étaient toujours bruyants, mais les adultes se turent lentement. Je m'appelle Ton, dit-il. Et il y a quelques mois, j'étais un homme qui ne savait pas qu'il avait une fille. Le bourdonnement s'adoucit. Mais un jour, je suis entré dans une église, et j'ai entendu une petite fille prier pour avoir un père. Des têtes se tournèrent. Certaines personnes commencèrent à chuchoter, si elles reconnaissaient déjà l'histoire. Elle ne savait pas que j'étais là, continua-t-il. Elle ne savait pas que j'existais. Mais sa prière m'a trouvé. Ton fit une pause, regardant la foule, puis droit sur Amora. Et puis j'ai retrouvé sa mère. La femme que je n'aurais jamais dû quitter. La femme qui a élevé notre enfant avec force, grâce et sans amertume. La foule était silencieuse maintenant, observant. Je ne savais pas comment être un père. Je ne savais pas comment rester. Mais ces deux-là m'ont appris. Elles m'ont pardonné quand je ne pensais pas le mériter. Elles m'ont fait une place. Et maintenant, je ne veux plus seulement visiter cette vie. Je veux la vivre pleinement. Il se tourna, tendant la main. Amora. Elle ne bougea pas au début. Ses genoux semblaient être en papier. Sa main tremblait. Mais alors elle s'avança. Il prit sa main doucement, tenant le micro de l'autre. Je sais que ce n'est pas une demande en mariage, dit-il doucement. Pas encore. Pas au sens d'une bague. Mais c'est une promesse. Une vraie. Je veux être avec toi, avec Zara. Je veux construire l'ordinaire, le désordre, le quotidien, ensemble. Il jeta un coup d'œil à la foule de nouveau. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui vous choisissent, chaque jour. Et je vous choisis. Amora se tenait là, retenant ses larmes, ses doigts s'enroulant dans les siens. Zara, qui avait observé de près avec du glaçage sur les joues, courut soudainement et se jeta entre eux, enroulant un bras autour de chacune de leurs jambes. Tu m'as oublié dans ton discours, papa, gronda-t-elle. Ton éclata de rire, s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. Je ne pourrai jamais t'oublier, ma princesse. Tu as oublié de dire que je suis la plus mignonne, insista T.L. Il l'embrassa sur le front. Pardonne-moi. Tu es le tigre le plus intelligent, le plus courageux et le plus beau du monde. Elle sourit, son sourire édenté illuminant la scène. La foule applaudit, chaleureusement et sincèrement, certains pleurant même. Amora se pencha, écartant les boucles de Zara. Nous sommes une vraie famille maintenant, murmura-t-elle. Ton hocha la tête. À partir de maintenant, plus de fuite. Ils descendirent de la scène ensemble, main dans la main, Zara sautillant entre eux. Parfois, l'amour commence par une erreur. Une nuit trop brève. Une vérité cachée trop longtemps. Mais parfois, l'amour revient, à travers la prière d'un enfant, une seconde chance, une petite voix dans un grand monde qui murmure, rentre à la maison. Et quand il le fait, il n'a pas besoin de grands gestes. Juste une main tendue et quelqu'un d'assez courageux pour la prendre. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. D'autres histoires sur l'amour, la perte et les petits miracles qui nous unissent arrivent bientôt.